Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence senior. Aujourd'hui, cette visioconférence réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia, nous allons parler avec Isabelle de comment mieux accompagner un proche souffrant de la maladie d'Alzheimer. Cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal et la diapo ne veut pas s'afficher. Je suis Pascal, donc je suis là pour vous accueillir, gérer les éventuels problèmes techniques. Si vous n'arrivez pas à nous rejoindre, on a pu le faire avec Josiane tout à l'heure. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et puis, pardon, pour vous inscrire et participer en direct, parce qu'en direct, vous avez un petit bonus, c'est qu'à la fin de la présentation, vous pouvez intervenir et poser vos questions à l'intervenant ou l'intervenante. Donc ça se passe sur movadom.eventbrite.com. L'intervenante du jour, c'est Isabelle. Isabelle, je te laisse Bonjour. te présenter, puis contrôler les petites diapositives en appuyant sur le petit bouton contrôler en haut à Mm, gauche. mm. Très bien. Bonjour à Parfait. tous. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc je suis Isabelle Palassin, je suis thérapeute et psychanalyste. Et aujourd'hui, donc nous allons parler, puisque c'est la journée Alzheimer, de comment bien accompagner un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors on va commencer parce que c'est une maladie assez courante et c'est vrai que c'est une maladie qui est très perturbante parce qu'on a l'impression que notre proche, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, nos parents, etc., on a l'impression que cette maladie change la personne. Alors, on va commencer par voir un petit peu comment la personne est changée par la maladie. C'est important justement de se dire qu'elle est changée par la maladie et qu'elle ne change pas elle. Il faut vraiment bien faire la différence. Donc, il y a d'abord un phénomène de perte de confiance en soi dans cette maladie. Pourquoi ? Parce qu'être atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est pas seulement perdre la mémoire, mais c'est perdre les mémoires. C'est-à-dire que la mémoire, elle n'est pas unique, il y en a plusieurs. Il y a la mémoire des mots, la mémoire des procédures, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, etc. Et progressivement, la maladie d'Alzheimer va s'attaquer à toutes ces mémoires. Alors, progressivement, ça va donner des symptômes comme une impossibilité au départ, par exemple, de s'organiser, on ne sait plus comment on fait ses courses. C'est-à-dire, on part au supermarché, et puis on se dit, ah bah tiens, est-ce que j'ai bien pris des œufs ? Alors, on va chercher des œufs, et puis dans la foulée, on se répète encore, est-ce que j'ai bien pris des œufs ? Et voilà. C'est ça la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'on perd d'abord la mémoire immédiate, donc on ne se souvient plus, par exemple, qu'on a posé ses clés, etc. Mais progressivement, on va avoir d'autres mémoires attaquées par cette maladie, hein, qui, pour rappel, consiste en des plaques d'amyloïdes qui se déposent dans le cerveau et qui vont progressivement grignoter des parties du cerveau. Et donc, on commence donc par avoir cette problématique de mémoire à court terme, et puis on va avoir aussi des difficultés à s'organiser, parce qu'on va avoir des difficultés à prévoir dans le temps. Par exemple, ça va devenir compliqué d'organiser un repas, par exemple, parce qu'on ne saura plus comment prévoir les différentes étapes du repas, et donc faire les courses en conséquence. Et puis, progressivement, on va perdre ses repères spatio-temporels, par exemple, c'est-à-dire que on va plus savoir, on est en voiture, par exemple, et puis on est à un carrefour et on ne sait plus comment ni où aller, ni même comment prendre correctement le rond-point devant lequel on est. Est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il ne faut pas tourner? Puis il y a des voitures qui klaxonnent, ça nous panique, comment on fait? Donc voilà, ça c'est un autre exemple de comment cette maladie perturbe. Et puis on va aussi progressivement aussi ne plus se rappeler de gestes simples du quotidien, c'est-à-dire que devant par exemple un lavabo, on ne sait plus qu'il faut ouvrir le robinet pour se laver les mains, par exemple. Et puis
aussi, on va perdre les mots, c'est-à-dire qu'on va avoir progressivement une perte du langage, on va moins comprendre les autres, et puis on va moins bien réussir à s'exprimer. Donc c'est une maladie donc, qui va remettre en cause l'image de soi et tout son rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'évidemment qu'à partir de toutes ces pertes, c'est tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, c'est toute la problématique de l'identité qui est mise en cause. C'est-à-dire on ne sait plus comment être dans le monde et on perd ses repères, en fait, dans son environnement. Alors, c'est pour ça que le proche, l'aidant, va être aussi important. Parce que c'est lui qui, bien sûr, va accompagner chez le médecin, faire les courses, etc. Donc, il va aider, il va suppléer à ce qui est en train de se perdre, mais aussi la qualité de sa présence, sa façon de continuer de regarder la personne malade avec bienveillance, avec gentillesse, enfin, comme avant, ça va permettre à celle-ci, à la personne malade, de conserver un peu de sa confiance en elle ou en lui. Et, et ce qui va, l'aidant, en quelque sorte, lui prête ce qu'on appelle son appareil à penser. Parce que l'aidant familial va, au fur et à mesure dans la journée, lui expliquer, bah là, on est en train de faire ceci, on va aller prendre le repas, on va aller faire les courses. Ah bah tiens, regarde, la nuit est en train de tomber, on va aller se coucher, etc. Donc, en fait, l'aidant familial présente le monde, en quelque sorte, à la personne malade et va l'aider à continuer à se repérer dans ce monde qui lui échappe. C'est pour ça que l'aidant est aussi important pour la personne. C'est-à-dire qu'elle aide un petit peu comme... Alors, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut évidemment pas infantiliser la personne malade. Hein, elle n'est pas du tout... C'est pas un enfant, la personne qui est malade, même si elle perd ses capacités. Mais il faut quand même avoir en tête qu'on peut se comporter avec elle un petit peu comme on explique à un enfant qui est en train d'apprendre. On lui explique le monde, on lui dit ah bah tu vois regarde on est au printemps parce que les feuilles poussent dans les arbres. Eh bien en fait dire ça à une personne qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer lui permet de reprendre quelques repères temporels, c'est-à-dire que ça lui permet de se resituer dans l'année, se resituer dans la saison, etc. Donc ça, c'est une première chose. La maladie change votre proche parce que votre proche va perdre confiance en lui. Et puis, une autre chose qui peut être perturbante pour l'aidant, c'est la labilité émotionnelle. C'est-à-dire que la personne qui souffre de maladie d'Alzheimer est sujette à des variations d'humeur qui peuvent être surprenantes. Elle peut passer du rire aux larmes, apparemment sans raison. Je dis apparemment parce qu'il y a souvent il y a des raisons qui nous échappent à nous aidants, mais qui sont pourtant là. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle peut être en train de revivre une période de son passé qui l'a fait souffrir ou être en train de penser à quelque chose. Donc, bon, souvent, il y a des raisons, mais c'est vrai que ce sont des raisons qu'on ne peut pas toujours discerner. Donc, cette labilité émotionnelle fait partie de la maladie. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce qui, jusque-là, permettait à la personne de se contenir, hein, chacun d'entre nous, quand on sent une émotion venir, ben, voilà, on ne pleure pas forcément en public, on ne se met pas à rire, voilà, de façon, parce que juste on pense à quelque chose. On tient compte, en fait, de ce que l'environnement va penser. Pour une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, ce rétrocontrôle, en fait, ne se fait plus ou pas correctement. Et donc, la personne a du mal à se contenir, en quelque sorte. Donc, ça peut être très déstabilisant pour vous, parce que, justement, encore une fois, vous ne parvenez pas toujours à comprendre la raison de cris ou de larmes qui sont en train de survenir. Ensuite, on peut observer parfois des changements d'attitude. Et nous allons y revenir. Ça peut être une manifestation de la maladie très perturbante pour l'entourage, comme tous les autres changements dont nous venons de parler, parce que ces bouleversements modifient la façon d'être de votre proche,
que vous pouvez parfois ne plus reconnaître dans leur relation. C'est-à-dire des barrières peuvent par exemple tomber. C'est-à-dire que, par exemple, tel parent qui jusque-là n'avait jamais montré ses sentiments peut devenir tendre ou au contraire méfiant et emporté. Donc, vous pouvez être un peu surpris, vous demander ce qui se passe, etc. Alors, il est important de rappeler que c'est la maladie qui change, c'est ce que je disais tout à l'heure, la personne, et pas la personne elle-même qui est en train de changer, et d'essayer de s'appuyer sur ce qui reste et qui reste partageable. Par exemple, bien sûr qu'à la place d'échanges intellectuels auxquels vous pouviez être habitué avec votre conjoint, votre conjointe ou votre parent, etc., il y a des moments où vous pouvez continuer à partager des promenades, l'écoute de la musique, etc., qui sont des moments qui sont à la fois apaisants pour lui ou elle, mais pour vous aussi, et des moments sur lesquels vous pouvez vous rencontrer. Alors maintenant, on va un petit peu essayer de détailler les choses en partant de situations concrètes dans lesquelles peut-être vous allez vous reconnaître. Parce que ce sont des situations qui sont assez courantes finalement. D'abord, il ou elle est agressif ou agressive ou a des comportements aberrants. Alors, l'agressivité, c'est une manifestation courante lorsque la maladie s'installe ou évolue. Et je vous propose de vous mettre un instant à la place d'une personne qui ne peut plus mettre des mots sur ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne peut plus se représenter ce qui est en train de se passer pour elle. On va prendre un exemple. Vous, moi, voilà, vous avez chaud. Vous vous dites, j'ai chaud. Vous enlevez votre veste, votre gilet. Voilà, c'est facile, j'ai chaud. Je pose un acte qui va m'aider à ne plus avoir chaud. En revanche, si je souffre de maladie d'Alzheimer évoluée, la séquence se situe dans la sensation sans qu'une représentation de mots puisse décoder cette sensation pour la faire advenir en perception sur laquelle j'ai un pouvoir. C'est-à-dire, je vais juste ressentir de l'inconfort, la sensation. Alors, je vais juste crier et me débattre pour échapper à cette sensation. Mais je ne vais pas avoir la possibilité de me dire, je suis en train d'avoir chaud, donc je vais retirer ma veste. Donc, voilà, je n'ai comme seule possibilité de sortir de cette situation désagréable que de crier, de me débattre, etc. C'est aussi sous ce jour qu'il faut comprendre les manifestations dites d'agressivité que racontent certains soignants au moment d'une toilette, par exemple, qui doit être faite rapidement parce que les soignants ne sont pas assez nombreux et qu'ils n'ont pas le temps. On rencontre ça souvent dans les EHPAD. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pour le soignant ? Le soignant, il arrive dans la chambre, hop, on fait la toilette. Qu'est-ce qui se passe pour la personne malade ? D'un seul coup, quelque chose de désagréable se passe dans son intimité en plus, dans l'intimité du corps. Et la personne ne sait pas expliquer pourquoi ni comment. Et c'est vécu donc comme une agression qui provoque en retour de l'agressivité. Donc c'est pour ça que dans les relations avec une personne qui souffre d'Alzheimer, il est important de toujours privilégier le calme, tant dans le ton que vous employez pour parler à votre proche, que dans l'environnement et dans le respect des routines qui garantissent des repères et donc une certaine sécurité. C'est-à-dire, il faut vraiment faire attention à l'environnement de la personne, à lui garantir un environnement le plus, je vais dire, le plus moelleux possible. C'est un peu bizarre comme mot, mais c'est-à-dire que lui empêcher, lui éviter le plus possible de choses qui pourraient être vécues comme agressives, comme intrusives, etc. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, en retour, comme il n'y a pas d'autre moyen d'expression, eh bien, il ou elle emploiera ce que nous, on va interpréter comme de l'agressivité, mais ce qui est en réalité souvent que de la défense. C'est-à-dire action-réaction. C'est pas dirigé contre vous, mais c'est je me débarrasse d'un truc qui est insupportable. Voilà. Plutôt dans la maladie, la personne aussi peut devenir méfiante, soupçonneuse, avoir l'impression qu'on la vole, par exemple. Alors là aussi, je vais vous proposer d'imaginer. Autour de moi, les objets disparaissent.
les clés, les lunettes, le porte-monnaie. Alors, je ne peux pas imaginer que c'est moi qui les ai égarés, parce qu'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, c'est la nosognosie, c'est-à-dire l'ignorance même que l'on est malade. Alors je me dis, ben, c'est ma fille, c'est mon mari ou c'est la femme de ménage qui me les a pris. C'est logique, c'est ma logique, parce que c'est toujours plus rassurant de trouver du sens à ce qui n'en a plus. C'est-à-dire que c'est très déstabilisant, ce que je disais tout à l'heure, c'est très déstabilisant de se dire qu'on n'est plus capable de se dire qu'on n'a plus de prise sur l'environnement. Hein, les malades le disent bien d'ailleurs, hein, ils disent j'ai l'impression de devenir fou, ou je perds des bouts de moi-même, ou, enfin voilà. Donc plutôt que de faire face à cette angoisse, eh bien on va la projeter, c'est un phénomène très courant en psychologie, c'est la projection, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas garder à l'intérieur de soi, on va le projeter sur l'autre. C'est une façon de s'en débarrasser, c'est une façon de faire, de garder le contrôle sur la situation, même si c'est un processus inconscient, hein, bien sûr. Ce qui va être important pour vous en tant qu'aidant, c'est d'abord de vous dégager de la pensée comme enfin, comment elle peut penser ça? Ça veut dire qu'il m'aime plus, elle m'aime plus, elle est devenue agressive, et cetera. Bon, ça, c'est pas du tout, enfin, vous voyez bien, avec tout ce qu'on vient de décrire, que c'est pas la question. C'est-à-dire que c'est pas dirigé contre vous, c'est elle peut pas faire autrement. Donc, de la même façon, il vaut mieux éviter aussi, il faut se dégager de cette culpabilité ou de cette accusation, hein, pas se sentir accusé, pas se sentir dévalorisé par cette accusation de votre proche. Mais de la même façon, c'est pas la peine d'accuser l'aide ménagère. Alors bien sûr, il peut arriver de tomber sur des personnes maltraitantes, malveillantes, etc. C'est assez rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut accompagner son proche et lui dire: «T'inquiète pas, on va chercher ensemble» et souvent on finit par trouver. Bon, alors dans des lieux qui peuvent paraître étranges, hein, on peut trouver les lunettes dans le four, Le frigo. heu, oui, dans le frigo, le porte-monnaie, voilà. Bon, donc on va chercher ensemble. Et puis, ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être de prévoir éventuellement d'avoir toujours un double du trousseau de clés ou même de la carte bleue, hein. C'est possible de demander, enfin de s'arranger avec la banque, de payer une deuxième carte bleue que vous conserverez au cas où. Parce que parfois, effectivement, les lieux sont tellement étranges qu'on ne la retrouve pas. Et puis, autre comportement qui peut être aberrant, enfin, qui peut vous sembler déstabilisant, ce sont toutes les questions de désinhibition. C'est-à-dire que ben, vous, moi, etc., on a des phénomènes dont je parlais tout à l'heure de contrôle. C'est-à-dire qu'on sait, on a ce qu'on appelle en psychanalyse un surmoi, ce que les neuropsy appellent autrement, mais en tout cas, des processus d'autocontrôle qui nous permettent de pas, voilà, d'avoir des comportements comment? Pardon, je trouve plus mes mots. Socialement, heu comment? Enfin, qu'on peut admettre socialement, pardon, je vais y arriver. Eh bien, pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, ces phénomènes et ces processus d'autocontrôle ne fonctionnent plus forcément correctement. Et donc, par exemple, typiquement, la personne a chaud ou je sais pas, ou un pull qui la gratte ou je sais pas quoi, et ben, plutôt que de dire: «Je vais en changer», elle peut se mettre nue, par exemple. Elle peut retirer ses vêtements. C'est la question de la désinhibition. C'est vraiment cette question de l'autocontrôle qui ne fonctionne plus. Là aussi, bien sûr que ça peut être gênant, que ça peut être très traumatisant aussi, par exemple, de voir, un parent qui a toujours, voilà, montré du self-control et cetera. D'un seul coup, avoir ce type de comportement, c'est vrai que pour les enfants, enfin, ou pour l'aidant, pareil si c'est un conjoint, une conjointe, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très difficile à vivre, douloureux, mais voilà, ce qu'il faut penser, c'est que c'est vraiment quelque chose qui
de la maladie qui est en train de se manifester et pas de la personne. Donc, autre situation très courante dans la maladie d'Alzheimer, c'est il ou elle répète la même phrase ou la même question en boucle. Alors, c'est un des symptômes les plus courants de la maladie et c'est sûrement l'un des plus épuisants pour l'aidant qui se sent impuissant. Parce que quoi qu'on réponde, la question se répète. Et c'est absolument normal et ça fait partie des manifestations de la maladie. La personne ne sait pas qu'elle a déjà posé la question et que vous lui avez déjà répondu. Mais cette question, elle insiste. Et cette façon d'insister, c'est souvent le signe de la préoccupation de la personne. Par exemple, si la personne vous dit « Est-ce que ça va aller? Est-ce que tu t'en vas ?» Bon, ça peut montrer la peur d'être seule, par exemple. La question « Est-ce que maman va venir me chercher ?» qu'on entend aussi assez souvent dans la bouche des personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer. C'est aussi le moment, parce que donc, dans la maladie d'Alzheimer, la personne perd la mémoire immédiate, souvent, mais en revanche, conserve très longtemps les souvenirs très anciens. Et donc, elle est par moments dans des temporalités qui sont différentes de la vôtre. C'est-à-dire elle peut effectivement être dans une temporalité où elle a 5 ans, 6 ans, et elle attend sa mère à la sortie de l'école. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que dans la communication avec la personne malade, ce qui est très difficile, c'est de savoir où elle est, de savoir où elle en est. Et par exemple, dans cette question de « est-ce que maman va venir me chercher ?» Alors, bon, quoi répondre? Parce que si vous répondez « ben non, ta maman, ta mère, elle est morte il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. » Là, qu'est-ce que vous allez provoquer chez la personne qui, au moment où elle parle, a 6 ans et attend sa mère à la sortie de l'école? Ben évidemment, vous allez provoquer de la tristesse et la question va se reposer. Parce que, bon. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et il ne s'agit pas pour autant d'entrer complètement, parce que ça, on parle souvent du mensonge thérapeutique, c'est-à-dire du fait de dire oui, 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 bien sûr, ta mère va venir te chercher. Oui, bien sûr que ça peut être apaisant sur le moment, mais en réalité, ça peut entraîner aussi de fil en aiguille, on va rentrer dans un délire avec la personne. Et qui ne sera pas du tout rassurant parce que on y reviendra, mais si les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ont vraiment des difficultés avec les mots, avec la mémoire lexicale, etc., en revanche, elles sentent bien les émotions qui passent. Donc elles sentent bien les réticences, elles sentent bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Donc si vous lui mentez, il y aura aussi quelque chose qui sera dissonant dans votre discours et qu'elle va tout à fait percevoir et donc ça ne va pas apaiser son angoisse. En revanche, si c'est cette question-là qui revient en boucle, c'est peut-être qu'il y a une raison et c'est, par exemple, prenons est-ce que maman va venir me chercher? C'est-à-dire que cette petite fille, ou en tout cas qui était à la sortie de l'école, ben, en fait, ce qui se passe peut-être pour elle, c'est qu'elle a faim. C'est l'heure du goûter, elle a faim. Donc, plutôt que de lui dire, mais oui, ta maman va venir, etc., ça va être plutôt de lui dire, mais dis-moi, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu voudrais qu'on aille goûter? Et à ce moment-là, d'abord, vous essayez d'être en phase avec ce que la personne que vous avez en face de vous ressent réellement, c'est-à-dire peut-être la faim, l'envie d'avoir quelque chose de sucré, etc. Et puis, la question de répondre à son besoin, qui va l'apaiser en quelque sorte. Parce qu'elle n'a pas de moyen encore une fois, de vous exprimer son besoin. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en capacité de vous dire « j'ai faim, j'ai envie d'une sucrerie, j'ai envie d'un chocolat, enfin peu importe ». Elle n'est plus en capacité de le dire. Mais en revanche, la faim qu'elle ressent va l'envoyer en quelque sorte dans cet espace spatio-temporel où elle a 6 ans, elle attend sa mère à la sortie de l'école. Je ne sais pas si c'est clair pour ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, en fait, la question, ça va être la rejoindre là où elle est et essayer de l'accompagner là où elle est le mieux possible. Voilà.
Et puis, bon, là, c'est quelque chose d'assez facile, mais parfois, c'est vrai qu'il faut se creuser la tête, en fait, hein, pour savoir, pour comprendre ce qui est en train de se passer. J'avais, par exemple, en tête l'exemple d'un monsieur en EHPAD qui, systématiquement, ouvrait toutes les chambres de l'unité Alzheimer. Et les soignants se sont demandé, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Puis évidemment, ça posait des problèmes avec les autres résidents, etc. Bon. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que cet homme était un ancien médecin hospitalier. Et du coup, le matin, il faisait sa tournée des malades en réalité. Donc, l'idée, c'est plutôt de l'accompagner à ce moment-là et puis de commencer à lui parler de son ancien métier, de ce qu'il faisait avant, etc. Et là, ça va. En fait, en même temps, on le rejoint là où il est, on apaise son angoisse et puis on l'aide à se remémorer en fait de ce qu'il a été précédemment. Et évidemment, autre chose aussi, dans cette configuration où la même question se répète, outre le fait qu'il faut essayer de chercher à savoir, c'est important aussi de ne pas s'énerver. Alors, je dis c'est important, c'est facile à dire, hein. Je reconnais que c'est quelque chose qui est tellement... c'est-à-dire que pour les dents, cette question qui revient sans arrêt, 100 fois la même question, et on a beau répondre, et en fait, la question se répète en permanence, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de vampirisant. Et c'est extrêmement difficile à supporter au départ, en tout cas, quand on ne sait pas exactement pourquoi ça se répète, comment, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et alors, en revanche, ce qui est, encore une fois, hein, j'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire. La première chose, c'est de ne pas s'énerver et donc de ne pas dire, par exemple, bon, ça suffit, hein, tu m'as posé 100 fois la question, moi j'en ai marre, ça va. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne ne va pas comprendre pourquoi vous êtes énervé. Mais en revanche, elle va bien comprendre que vous êtes énervé contre elle. Et là, ça va renforcer son anxiété et donc ça va renforcer la question en boucle. Donc, bon, c'est important de garder son calme, d'essayer de comprendre et d'être à l'écoute. Et puis, vous pouvez aussi essayer, si vous ne trouvez pas en fait le pourquoi de cette question, vous pouvez essayer en revanche de dévier sur un autre sujet. C'est un peu l'exemple du goûter que je prenais tout à l'heure, mais voilà, on peut l'emmener se promener, l'emmener faire une promenade, la changer de place, lui montrer, je sais pas, un arbre, lui faire écouter une musique, etc. Tout ça, ça va la décaler en fait de cette anxiété qui s'exprime par cette question qui revient en boucle. Voilà. Alors, on est là pas très nombreux, donc si jamais vous avez des questions en cours de route, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Quatrième exemple, il ou elle ne comprend pas ce que je dis. Alors, bien sûr que c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive toujours à un moment donné de la maladie, parce que encore une fois, c'est une maladie qui altère les facultés de compréhension, car la personne perd la mémoire du sens des mots. Par ailleurs, elle peut perdre aussi l'audition, hein, parce que le nombre de personnes âgées malentendantes et pourtant non appareillées reste très élevé en France. Donc, c'est aussi important de vérifier justement que l'audition, qu'il n'y a pas un problème d'audition. Mais enfin, en tout cas, la maladie Alzheimer est une maladie, de toute façon, qui empêche de bien comprendre à un moment donné. Donc, ce qui est important, c'est de toujours bien parler en face de la personne, calmement et en limitant, si possible, les bruits parasites, c'est-à-dire la télé, la radio, etc. C'est-à-dire rester dans un environnement assez calme et puis parler distinctement. Là, ça va faciliter la compréhension. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au fil de la maladie, votre proche va perdre le sens des mots. En revanche, il est bon de rappeler qu'une part très importante de la communication, quel que soit notre âge, hein, c'est-à-dire que vous, moi, tout le monde, et quel que soit notre état de santé,
la communication passe par autre chose que les mots. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par la prosodie, c'est-à-dire par la musique des mots. Là, quand je monte, je descends. Quand je fais « ah bon ?» ou « ah bon ?» Enfin, voilà, tout ça donne une couleur à ce que je suis en train de dire. Les mimiques aussi, les gestes qui accompagnent nos paroles sont bien plus importants que celles-ci. Alors, bon, pour certains, ça représente 93, 90, enfin, bon, bref, peu importe les chiffres, mais en tout cas, c'est vrai que il ne faut pas perdre de vue que c'est vraiment une part très importante, cette communication non verbale, très importante de la communication. Et les personnes qui perdent la mémoire lexicale sont très sensibles à ce que vous dites, à ce que vous ne dites pas, mais ce que vous montrez. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est important, ce que un peu je disais tout à l'heure, mais c'est important de ne pas être en dissonance entre ce que vous dites et ce que vous montrez. Parce que ça va être source d'angoisse pour la personne. Si vous lui dites « je suis contente de te voir », mais que vous arrivez en faisant la tête, bien sûr qu'il y a une dissonance entre ce que vous montrez et ce que vous dites qui ne va pas échapper à la personne et qui va, en fait, elle va comprendre tout de suite que vous n'avez pas envie de la voir. Donc, voilà, c'est important de ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire d'être aligné entre le verbal et le non-verbal. Et puis, c'est aussi important d'éviter les questions ouvertes. C'est-à-dire que mieux vaut poser une question à laquelle la personne va répondre par oui ou par non que ouvrir la question, parce que comme la personne que vous avez en face de vous a du mal à utiliser les mots, perd le sens des mots, mais perd la capacité de faire des phrases aussi. C'est-à-dire d'utiliser, elle, le langage pour s'exprimer, eh bien, ça va être difficile, par exemple, de lui dire, au lieu de lui dire « comment ça va ?», qui est une question ouverte où il va falloir qu'elle fasse des phrases pour vous répondre, mieux vous dire « est-ce que tu te sens bien ce matin ?» Là, c'est beaucoup plus facile, elle va vous répondre par oui ou par non. Après, si elle vous répond non, bah, vous pouvez un peu gratter, ah bon, tu as chaud, tu as froid, voilà. Mais oui, évitez les questions ouvertes. Et puis, aussi, attendez, je perds le fil, parce que j'arrive pas à voir. Ah, zut, j'ai perdu ma présentation. En bas, c'est limiter les perturbations de l'environnement. Voilà, c'est ce que j'étais en... Merci. Mais j'ai perdu quand même le déroulé. Ah, je t'ai perdu aussi, zut. Ah, voilà, On est là, merci. Super, merci beaucoup. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, limiter les perturbations autour, c'est-à-dire donc la radio, etc., tout ce qui pourrait parasiter, en fait, la relation verbale qui est en train de s'établir entre vous. Alors, autre moment qui est très perturbant pour les aidants, c'est le moment où il ou elle ne me reconnaît plus ou me prend pour sa mère. Alors, c'est vrai que d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, la temporalité des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer n'est pas la même que la nôtre. Vous êtes en 2023 et vous vous retrouvez face à votre mère de 90 ans. Mais elle peut être en 1940 au moment d'un bombardement, par exemple. Ou alors, comme tout à l'heure, à la sortie de l'école. Voilà. Donc, elle est dans une temporalité où, si elle est, par exemple, dans son enfance, vous n'existez pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore né. Donc, bien sûr qu'elle ne va pas vous appeler son fils ou sa fille, puisqu'elle est dans une temporalité où elle a 5 ans, 6 ans, 8 ans, etc. Donc, c'est normal qu'elle ne puisse pas vous dire bonjour ma chérie, comment vas-tu ? En revanche, c'est normal, en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter, et peut-être même au contraire, si elle vous prend pour sa mère. Pourquoi ? Parce que dans cette temporalité où elle est, il y a des figures d'attachement autour d'elle qui sont très importantes. Et la figure d'attachement la plus importante à l'époque, c'est souvent la mère. Donc, en fait, quand elle vous dit
bonjour maman, c'est pas bien sûr que c'est douloureux si vous êtes sa fille, bien sûr, parce que vous auriez envie qu'elle vous reconnaisse comme étant sa fille. Mais en revanche, ce qu'il faut vous dire, parce que voilà, ça dit quelque chose de votre relation, c'est qu'en tout cas, elle vous prend pour ce que vous êtes, une figure d'attachement très importante pour elle. Et donc, bon, ça sert à rien de dire, «Mais tu sais, je suis ta fille» et cetera. Peut-être ça va être, important pour vous de le dire. Mais pour elle, en tout cas, qui va être important, c'est que vous continuiez à jouer ce rôle de figure d'attachement importante. C'est-à-dire que vous continuiez à être rassurante, à être enveloppante, à être, dans la l'empathie avec elle, comme peut-être l'a été sa mère. Voilà, mais comme. Et donc là aussi, il est inutile de dire que bah non, je suis pas ta mère est morte, etc. Parce que là, ça va être quelque chose de très douloureux pour elle et, et ça va la renvoyer à une angoisse dont elle ne saura pas quoi faire. En revanche, voilà, l'envelopper, etc., ça va être quelque chose qui va être très important pour elle. Alors, on va, pour résumer encore, parce que ce que je me disais, c'est que ce qui serait intéressant peut-être, c'est qu'il y ait un échange, enfin, il y a toujours un échange de prévu, mais là, un échange qui peut être un petit peu plus long que d'habitude, pour que vous puissiez, vous, parler de votre expérience, etc. Euh, mais voilà, pour résumer un peu ce que j'ai dit, dans la communication avec un parent ou un conjoint Alzheimer, ce qui est important, c'est d'abord de parler doucement, distinctement, toujours bien en face de la personne, utiliser de préférence les questions fermées, ne pas s'énerver, parce que même si c'est évidemment on est épuisé, etc., ça va ajouter de l'angoisse à l'angoisse. Ne pas hésiter à céder de gestes et de mimiques, et puis s'appuyer sur la sensorialité. Parce que, au fond, ce qui reste, la sensorialité, c'est quelque chose qui va rester très longtemps. Et notamment, ce qui reste jusqu'au bout, c'est le toucher. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, parce que les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer sont âgées, donc la question de la vue, de l'ouïe, et même du goût et de l'odorat qui s'émoussent peu à peu, voilà, ce sont les sens qui se perdent avec le vieillissement, qui s'émoussent progressivement. En revanche, le toucher, il est là jusqu'au bout. Et le toucher, c'est vraiment la première communication, c'est-à-dire que c'est celle qui reste, qui commence la vie, mais qui la finit aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va être très important jusqu'au bout de la vie. Et toucher la personne, c'est aussi lui dire qu'elle est là, qu'elle compte pour vous, que vous avez envie de lui faire du bien, que vous lui voulez du bien. Et c'est quelque chose qui va être très apaisant pour elle, mais aussi pour vous. Parce que ça va ouvrir à des moments de complicité, de tendresse. Voilà, les sentiments vont pouvoir passer là où les mots ne peuvent plus les dire. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est, alors juste pour finir sur la sensorialité, plein de travaux qui montrent aussi que même si le goût et l'odorat s'émoussent, on peut s'appuyer sur le goût et l'odorat pour travailler la mémoire aussi. C'est-à-dire que travailler autour enfin, il y a des ateliers qui sont conçus comme ça pour les patients souffrant de maladie d'Alzheimer, qui va faire respirer des odeurs de l'enfance, faire associer, par exemple sur un goût, associer des souvenirs, etc. C'est quelque chose qui va être à la fois très agréable, mais qui va avoir aussi des vertus de alors, pas rééducatif, parce qu'en réalité, on ne peut pas trop rééduquer une personne Alzheimer, mais en tout cas, l'aider à se souvenir, l'aider à retrouver à retrouver des images, à associer à ce que son cerveau arrive à faire des liens entre les choses. C'est-à-dire que le cerveau, avec la maladie d'Alzheimer, perd sa capacité à faire des liens,
par exemple entre la, le mot et la chose, par exemple, entre une sensation et un mot. En revanche, quand on va faire avec elle des jeux, par exemple, autour des odeurs, des goûts, etc., on va aider son cerveau à refaire des liens, à recréer des liens entre une sensation, une image, un mot, un son, etc. Et donc, c'est important. Donc, c'est vrai que, par exemple, prendre plaisir à cuisiner avec une personne malade, à, à goûter, mais pas seulement à goûter, à prendre un goûter, mais à vraiment goûter les aliments, à essayer de retrouver des goûts de son enfance, des goûts par exemple, essayer de refaire une recette que votre mère vous faisait quand vous étiez petite. En fait, ça peut réouvrir quelque chose d'un dialogue sur les souvenirs que vous avez en commun, etc. Et puis, quelque chose de très, très important, évidemment, c'est de passer la main, de savoir passer la main quand on n'en peut plus. C'est important parce qu'on l'a vu, hein, donc la maladie d'Alzheimer d'un proche, c'est quelque chose qui est très perturbant pour vous, aidant. C'est-à-dire que ça vous change, votre proche semble changer. On l'a vu aussi, cette question de la récurrence de certaines questions, de certaines attitudes qui reviennent en permanence. Voilà, ça demande beaucoup de disponibilité psychique et c'est effectivement épuisant parce que faut pallier tous les manques de la personne. C'est-à-dire faut l'aider à faire la toilette parce qu'il ne sait plus comment se servir du savon. Il faut lui montrer le dentifrice et la brosse à dents parce que la personne ne se souvient plus qu'il faut mettre le dentifrice sur la brosse à dents. Enfin voilà, il faut vraiment. Je parlais tout à l'heure de prêter son appareil à penser, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, la personne se greffe en quelque sorte sur vous pour continuer à vivre. Donc, bien sûr que les aidants le font et le font avec beaucoup bah, voilà, d'amour, etc. Mais c'est très fatigant. Donc, plutôt que de se dire je suis aidant, je vais l'aider jusqu'au bout, et puis c'est à moi de le faire, à personne d'autre, etc., c'est important de savoir passer la main pour justement maintenir cette relation et éviter de vous énerver parce que vous n'en pouvez plus. Les aidants s'énervent quand, voilà, mais c'est quelque part, c'est normal, enfin, à un moment, d'avoir des montées d'agressivité aussi, parce que je parlais tout à l'heure de l'agressivité des personnes malades, parce qu'elles se sentent angoissées, elles ne comprennent plus leur environnement. Mais pour les aidants, il y a évidemment aussi des poussées agressives parce que justement, elles se sentent vampirisées, les aidants se sentent épuisés physiquement, intellectuellement, psychiquement, enfin voilà. Donc, pour éviter d'en arriver là, il est important de savoir trouver de l'aide, de savoir passer la main. Alors, au mois d'octobre, nous faisons une conférence sur comment aider sans s'épuiser. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous êtes un aidant voilà, et dans ces situations d'épuisement. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi demander de l'aide au clic de votre commune. Hein, c'est les points info seniors. Dans les plateformes de répit, enfin au CCAS de votre commune, hein, le comité communal d'action sociale, c'est-à-dire tous ces endroits où vous allez pouvoir trouver de la documentation, des adresses d'associations où vous pouvez partager avec d'autres aidants, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, ce que je vous ai proposé aussi, Pascal, je ne sais pas si tu as reçu mon Oui, mail. oui, oui, je je Voilà, je l'ai. Je vais mettre tous les liens, dans la barre de conversation et je vous les mettrai dans le replay également. voilà et merci et donc je vous ai mis aussi un site internet où vous pouvez trouver des guides en ligne
pour bien accompagner des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Une chaîne YouTube aussi, avec quelqu'un qui explique très bien tout ce que je viens de vous expliquer. Et puis des références d'ouvrages aussi, auxquels vous pouvez vous reporter. Donc il y a un Vivre avec Alzheimer de Valentine Charlot, il y a 100 idées pour accompagner une personne malade d'Alzheimer, ce qui est écrit par les spécialistes de l'association France Alzheimer, et puis La maladie d'Alzheimer, comprendre et communiquer avec le malade de Tiffen Green. Voilà, donc ça c'est quelques éléments qui pourront peut-être vous être utiles. Voilà. En tout cas, maintenant, si vous voulez, on peut passer à la discussion. Merci beaucoup Isabelle. Alors juste avant la discussion, on va clôturer cette visio et stopper l'enregistrement, puisque là c'est le petit bonus du direct. Donc vous avez le questionnaire de satisfaction. Je vous invite à le remplir pour que nous on puisse faire un retour à nos financeurs. Donc vous pouvez cliquer sur la diapositive, sur le texte bleu, ou alors je viens de vous mettre le lien dans la barre de conversation. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le, soit maintenant, soit juste après. Donc là, c'est la petite diapo avec tous nos projets, donc la chaîne YouTube pour voir tous les replays. Donc le replay de cette vidéo sera disponible en fin d'après-midi, avec également tous les liens dans commentaires sur les livres, le site et puis la chaîne YouTube dont Isabelle nous a parlé. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis, vous pouvez toujours télécharger gratuitement sur movadom.com le livre audio coécrit avec Isabelle Palassin et Gwendoline Cotterêts sur le déménagement chez les seniors, comment appréhender au mieux un déménagement, et puis les podcasts téléchargeables par épisode gratuitement sur des témoignages de seniors qui ont déménagé ou qui ont fait aménager leur logement pour éviter de déménager, ou des personnes qui sont autour du déménagement. Notre prochaine visioconférence, c'est la semaine prochaine, et je n'ai plus la date en tête. C'est tac tac, je vais vous retrouver ça. Si vous avez la moindre question, c'est sur contact@movadom.com. Merci encore à Isabelle, beaucoup. Merci à la conférence des financeurs du département du Val-de-Marne et à la CNSA. Et donc notre prochaine visioconférence, c'est mardi prochain à 10h30, c'est 26 septembre, c'est notre première session culturelle. Ça sera sur Sarah Bernard et La femme créa la star. On se retrouve tout de suite pour les questions et témoignages sur Alzheimer. Merci à tous, à très bientôt.